C'est bon, ça a commencé. Bonjour. Alors, bonjour. J'ai un petit problème technique, mais voilà. Je me remets dans la perle et on est rendu au chapitre 5. Là, ils viennent de voir le docteur. Le docteur a réglé plus ou moins les choses avec sa médecine à lui. Kino reste un peu sceptique, mais bon, donc voilà. Donc Juana avait remis le bébé sous son châle et le regardait anxieusement. Kino s'approcha d'elle, releva le châle et le contempla à son tour. Avançant la main pour soulever la paupière, il se rendit compte que la perle était toujours au creux de sa paume. Alors, se dirigeant vers une caisse posée contre le mur, il en sortit un morceau de chiffon. Il enveloppa la perle dans l'étoffe, puis choisissant un coin de la hutte, il creusa de ses doigts un petit trou dans la terre battue, y enfouit la perle, referma le trou et dissimula la cachette. Cela fait, il revint vers le foyer où Juana accroupie épiait le visage du bébé. De retour chez lui, le docteur s'installa dans son fauteuil et consulta sa montre. Ses gens lui servirent un léger souper de chocolat chaud, de biscuits et de fruits, mais il considéra son repas d'un œil maussade. Chez les voisins, on discutait pour la première fois de l'événement qui allait devenir un sujet intarissable de conversation. À la mesure du pouce, ils se montraient l'un l'autre la grosseur de la perle et avec des petits gestes caressants, expliquaient combien elle était belle. À dater de ce moment, ils allaient surveiller étroitement Kino et Juana pour voir si la richesse ne leur tournerait pas la tête, comme cela se produit habituellement. Tout le monde savait pourquoi le docteur était venu. La dissimulation n'était pas son fort et on l'avait depuis longtemps percé à jour. Là-bas, je me remonte un peu parce que... Là-bas, dans l'estuaire, un banc serré de petits poissons rutilait, fendant l'eau pour échapper à un autre banc de poissons plus gros qui les poursuivait pour les dévorer. Et de leur hutte, les pêcheurs pouvaient entendre le chuintement de leur fuite et les flocs des gros poissons voraces bondissant pour le carnage. L'humidité se leva sur le golfe et vint se déposer en gouttelettes salées sur les buissons, les cactus et les arbustes. Les souris et les mulots commencèrent leur ronde et les petits faucons de nuit leur donnèrent silencieusement la chasse. Le petit chien noir et flanqué, taché de feu autour des yeux, s'approcha de la porte de Kino et lança un coup d'œil à l'intérieur. Un regard de Kino le fit frétiller à se déhancher l'arrière-train. Puis, il s'immobilisa dès que Kino eut tourné les yeux. Il n'osait pas franchir le seuil et restait là à contempler avidement Kino, pendant que celui-ci mangeait ses haricots dans l'assiette de poterie, la nettoyait soigneusement avec une galette de maïs, puis ayant mangé la galette, faisait descendre le tout d'une gorgée de pulque. Ayant terminé, Kino roulait déjà une cigarette lorsque Juana l'appela d'une voix angoissée. Il la regarda, se leva et s'approcha vivement, car il avait lu la terreur dans ses yeux. Debout, à côté d'elle, abaissa son regard vers l'enfant, mais la lumière était trop faible. Il lança une poignée de brindilles dans l'âtre pour faire une flambée, et alors il put voir le visage de Coyotito. Il était congestionné. Sa gorge s'agitait et un long filet d'épaisse salive s'échappait de ses lèvres. Les spasmes de l'estomac avaient commencé et l'enfant était très malade. Kino s'agenouilla près de sa femme. Ainsi le docteur savait, dit-il, mais il parlait autant pour lui que pour elle, car dans son esprit durci et soupçonneux demeurait le souvenir de la poudre blanche. Juana se balança en chantonnant la petite chanson de la famille, comme si elle pouvait conjurer le danger, et Coyotito vomit en se tordant dans ses bras. Le doute avait envahi Kino et la musique du mal, qui roulait dans son crâne, étouffait presque la chanson de Juana. Le docteur termina son chocolat et grignota un biscuit sucré qui s'émiettait. Il effleura sa serviette du bout des doigts, regarda sa montre et saisit sa petite trousse. La nouvelle de la crise du bébé se répandit instantanément dans les huttes, car après la faim, la maladie est le plus grand ennemi du pauvre. Et certains murmurèrent à voix basse. « Vous voyez, la chance amène toujours de mauvais amis. » Et hochant la tête, ils s'en allèrent vers la maison de Kino. Le nez emmitouflé, les voisins s'empressèrent dans le noir et se retrouvèrent à nouveau dans la hutte. Immobiles, ils regardèrent curieusement en constatant par de brefs commentaires combien il était triste que cela arriva en un temps de joie, et ils ajoutèrent « Tout est dans les mains de Dieu.
Les vieilles femmes s'accroupirent près de Juana pour essayer de l'aider, si elles pouvaient, et de la réconforter faute de mieux. À ce moment, le docteur arriva, précipitamment, suivi de son domestique. Il chassa les vieilles femmes comme des volailles. Prenant le bébé, il l'examina et tâta son crâne. Le poison a agi, dit-il. Mais je crois que je peux le vaincre. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Il demanda de l'eau, versa 3 gouttes d'ammoniac dans le bol et, ouvrant de force la bouche de l'enfant, le fit boire. Coyotito cracha et hurla pendant que sa mère le regardait d'un œil épouvanté. Tout en travaillant, le docteur parlait. « Il est heureux que je connaisse le poison du scorpion, autrement, » dit-il, et d'un haussement d'épaule laissa entendre ce qui aurait pu arriver. Mais Quino était soupçonneux. Il ne pouvait pas détacher son regard de la trousse ouverte et de la petite bouteille de poudre blanche qui s'y trouvait. Progressivement, les spasmes se calmèrent et le bébé s'apaisa sous les doigts du docteur. Puis, Coyotito poussa un gros soupir et s'endormit, car les vomissements l'avaient épuisé. Le docteur remit l'enfant dans les bras de Juana. « Il ira bien maintenant, dit-il. J'ai gagné la partie. » Et Juana le regarda avec adoration. Maintenant, le docteur ferma sa trousse. « Quand, demanda-t-il, pensez-vous que vous pourrez payer ma note ?» Et il le demanda même d'une voix amicale. « Je vous paierai dès que j'aurai vendu ma perle, répondit Quino. « Vous avez une perle ? Oh, une belle perle ?» questionna le docteur avec intérêt. Alors le cœur des voisins éclata. « Il a trouvé la perle du monde !» s'exclamèrent-ils, et joignant le bout du pouce et de l'index, montrèrent la grosseur de la perle. « Quino va devenir un homme riche !» proclamèrent-ils. « C'est une perle comme on n'en a jamais vu !» Le docteur eut l'air surpris. « Je n'en ai rien entendu. L'avez-vous mise en sécurité ? Peut-être voudriez-vous que je la dépose dans mon coffre ? Quino avait voilé son regard et ses mâchoires serrées creusaient ses joues. « Je l'ai mise en sécurité, dit-il. Demain je vais la vendre et alors je vous paierai. » Le docteur eut un haussement d'épaule, mais ses yeux ne quittèrent pas Quino. Il savait que la perle devait être enterrée quelque part dans la maison et il pensait que Quino aurait peut-être un regard dans la direction de la cachette. « Il serait malheureux qu'elle soit volée avant que vous puissiez la vendre, fit-il. Et les yeux de Quino volèrent involontairement vers le pilier au coin de la hutte, là où il avait enfoui la perle. Quand le docteur fut parti, et qu'à contre-cœur les voisins eurent rejoint leur maison, Quino s'accroupit auprès des petits tisons ardents du trou à feu et écouta les bruits de la nuit, la douce caresse des petites vagues sur la grève, l'aboiement des chiens dans le lointain, le chuchotement de la brise dans le chaume de la toiture, et les murmures étouffés des voisins dans leur hutte. Car tous ces gens ne dormaient jamais une nuit pleine. Ils se réveillaient par intervalles, bavardaient un peu, puis se rendormaient. Et un moment plus tard, Quino se leva et vint à la porte de sa maison. Il huma la brise, tendit l'oreille aux aguets du moindre bruit inusité et plongea son regard dans la nuit, car la musique du mal retentissait dans son crâne et Quino écoutait, farouche et effrayé. Lorsque de tous ses sens il eut scruté les ténèbres, il vint à sa cachette au pied du poteau, creusa et apporta la perle sur sa natte. Et là, sous cette natte où il dormait, il fit un autre petit trou dans la terre battue, y enfouit son trésor et le recouvrit. Et Juana, assise auprès de l'âtre, le regarda faire d'un œil interrogateur. Et lorsqu'il eut enterré la perle, elle lui demanda « Qui crains-tu donc ?» Quino chercha une réponse sincère et finalement avoua « Tout le monde. » Et il sentit la dure carapace se tendre autour de lui. Un instant après, ils s'étendirent l'un près de l'autre sur la natte. Ce soir, Juana n'avait pas couché Coyotito dans sa caisse, mais elle l'avait gardé au creux de son bras, la tête recouverte par son châle. Et la dernière lueur du dernier tison mourut dans l'âtre. Mais même dans son sommeil, le cerveau de Quino brûlait, et il rêvait que Coyotito savait lire, que quelqu'un de son peuple pourrait lui dire la vérité des choses. Et dans son rêve, Coyotito lisait dans un livre aussi grand qu'une maison. Les lettres étaient grosses comme des chiens, et les mots caracolaient et dansaient sur les lignes. Puis les ténèbres s'étendirent sur la page, et avec elles la musique du mal retentit de nouveau. Quino s'agita dans son sommeil, et à son mouvement, Juana ouvrit les yeux dans le noir. Quino s'éveilla à son tour. La musique du mal battait au rythme de son sang, et il resta immobile dans la nuit, l'oreille aux aguets. Et soudain, du coin de la hutte arriva un son, mais si étouffé qu'il aurait pu n'être qu'une simple illusion. Un tout petit mouvement furtif, un pied effleurant le sol, le ronronnement presque imperceptible d'une respiration contenue. Quino arrêta son souffle pour écouter et sentit que, quel qu'il fût, l'être noir et mystérieux qui était dans sa maison
arrêtait aussi son souffle et écoutait. Pendant un instant, nul bruit ne vint du coin de la hutte, et Kino faillit croire qu'il avait rêvé. Mais la main de Juana se glissa sur lui pour le mettre en garde, et le son retentit de nouveau. Le chuchotement d'un pied sur la terre sèche et le grattement d'un doigt contre le sol. Une peur panique s'éleva dans la poitrine de Kino, et comme il arrive toujours, cette peur se transforma en colère. La main de Kino glissa le long de sa poitrine vers son couteau suspendu à une corde, puis il se détendit comme un chat en furie, sifflant et frappant. Il bondit vers la sombre chose qu'il savait être dans le coin de sa maison. Il toucha des vêtements, frappa avec son couteau, manqua et frappa encore, et sentit son poignard s'enfoncer dans l'étoffe. Mais soudain, une lueur éblouissante traversa son crâne, qui éclata de douleur. Il y eut un piétinement étouffé à la porte, un bruit de fuite, puis le silence retomba. Kino sentit le sang chaud couler sur son front et entendit Juana l'appeler d'une voix étranglée de terreur. « Kino, Kino !» Le calme revint en lui aussi vite que la rage l'avait emporté, et il répondit « Je n'ai rien, la chose est partie. » Il revient à tâtons vers la natte. Déjà Juana ranimait le feu, déterrant une braise, elle émietta des feuilles de maïs sèches au-dessus, arriva la petite flamme, et une mince lueur dansa bientôt dans la maison. Et sortant un cierge béni de sa cachette, elle alluma à la flamme et le fixa sur la pierre du foyer. Elle travaillait vite, marmonnant tout en s'activant. Elle trempa le coin de son châle dans l'eau et épongea le sang sur le front blessé de son mari. « Ce n'est rien, dit Kino, mais sa voix et ses yeux étaient durs, glacés, et une sourde haine croissait en lui. Et soudain, l'angoisse qui avait peu à peu envahi Juana éclata. Les lèvres serrées, elle s'écria d'une voix rauque. « C'est l'esprit du mal. Cette perle, c'est le péché. Elle nous fera périr. » Sa voix devenait perçante. « Jette-la, Kino. Écrasons-la entre les pierres. Enterrons-la quelque part et oublions l'endroit. Rejetons-la à la mer. Elle nous apporte le malheur. Kino, mon homme, elle va nous faire périr. » Et à la lueur du cierge, ses lèvres et ses yeux clamaient sa frayeur. Mais le visage de Kino resta ferme. Son esprit et sa volonté restèrent fermes. « Cette perle est notre unique chance, répondait-il. Notre fils doit aller à l'école. Il faut qu'il brise la muraille qui nous enferme. Elle nous détruira tous, pleura Juana. Tous, même notre fils. Chut, fit Kino, ne parle plus. Au matin, nous vendrons la perle, et alors le mal partira, et il ne restera que le bon. Maintenant, tais-toi, femme. un petit peu brutal comme phrase. Maintenant, tais-toi, femme. Bon, c'est une autre époque. Ses yeux noirs regardaient sombrement la flamme, et pour la première fois, il remarqua qu'il tenait encore le coutelas dans sa main. Il leva la lame, la regarda, et vit une petite traînée de sang sur l'acier. Il amorça le geste d'essuyer la lame sur son pantalon, hésita, puis plongea le couteau dans la terre pour le nettoyer. Au loin, les coqs commencèrent à chanter, et l'air se modifia. L'aube arrivait. Le vent du matin fronça l'eau de l'estuaire et chuchota dans les mangroves, sur la grève. Les petites vagues vinrent échouer à un rythme plus vif dans la frange des coquillages. Kino souleva la natte, déterra la perle, la posa devant lui et la considéra longuement. Et la beauté de cette perle, chatoyant et scintillant à la lueur du petit cierge, abusa encore une fois de son cerveau. Elle était si adorable, si douce, et sa propre musique se dégageait d'elle, un chant de promesses et de délices, l'assurance du futur, de l'aisance, de la sécurité. Sa chaude iridescence, c'était la panacée contre la maladie, le mur contre l'insulte. Elle fermait la porte à la famine. Et à la contempler, les yeux de Kino s'adoucirent, son visage se détendit. Il vit l'image du petit cierge béni se refléter dans la surface lisse de la perle. Et à ses oreilles revint l'adorable musique sous-marine, le chant de la verte lumière diffuse des fonds. Juana le regarda furtivement et le vit sourire. Et comme d'une certaine manière, il ne faisait qu'un seul être, n'avait qu'un seul but. Je relis la phrase. Et comme d'une certaine manière, il ne faisait qu'un seul être, n'avait qu'un seul but, elle sourit avec lui. Et ils commencèrent cette journée dans l'espoir. Je vais continuer le chapitre 6. Parce que c'est passé vite, le chapitre 5 était court, donc j'enchaîne sur le chapitre 6. Je vais faire pause et je refais une vidéo, histoire d'avoir chaque chapitre l'un après l'autre. Hop, je raccroche et je reviens.